Kinshasa dernièrement. Dans le Journal de Montréal, on retient en première page le meurtre inexplicable d'un octogénaire à Joliette, poignardé sans avertissement par un locataire de l'immeuble où il habitait. Dans le Devoir, on suit le périple du président américain en Chine, une visite où la question des droits de l'homme a grandi en importance avec l'arrestation de plusieurs dissidents ces derniers jours. Une question à propos de laquelle la Maison-Blanche voulait justement éviter les éclats publics. Et toujours dans le Devoir, une entrevue avec le PDG de la SAQ, Gaétan Frigon, qui assure qu'il n'a pas le mandat de privatiser la SAQ, qu'il n'en a pas l'intention et qu'il entend bien revitaliser l'usine d'embouteillage de la maison des Futaies. Dans le Soleil, on apprend que les pharmacies Jean Coutu et Uniprix vendaient pour 100 millions de dollars annuellement en cigarettes avant le jugement du tribunal des professions qui interdit dorénavant la vente de produits du tabac en pharmacie. C'est une information qui a été obtenue par une source qui se dit proche des pharmacies, mais qui tient à conserver l'anonymat. Tout de même, le chiffre est important et on dit comprendre pourquoi Jean Coutu veut ainsi en appeler de ce jugement du tribunal des professions. Dans The Gazette, on consacre également une bonne partie de la une à la visite de Bill Clinton en Chine. Également, l'impact de la coupure budgétaire de 16 millions de dollars imposée aux établissements affiliés au centre de santé universitaire McGill. Il y a des mises à pied qui sont à prévoir. Et puis, c'est le grand jour pour tous les hockeyeurs qui rêvent de faire le grand saut dans la Ligue nationale. Le Journal de Québec parle du jour V pour Vincent Lecavalier, qui sera vraisemblablement le premier à être choisi lors du repêchage universel, probablement par le Lightning de Tampa Bay. Une chronique traite de la paix céleste. Est-ce qu'on nous donne la recette? Ah non, pas du tout. On nous amène en Chine. En fait, c'est Sylviane Tramier dans la colonne Perspective du Devoir qui commente la controverse soulevée par l'accueil reçu par Bill Clinton sur la place Tiananmen. On sait, symbole de la répression chinoise des droits de l'homme. Elle nous rappelle que cette place a une longue histoire pour les Chinois et que le massacre de 1989 en est qu'une étape de cette histoire parce que la place Tiananmen, pour les Chinois, c'est avant tout une place public où on va se distraire, où on va se faire entendre, évidemment, mais on n'y attribue pas toute cette connotation de massacre qui est retenue ici en Occident. Et elle fait valoir que si Bill Clinton avait été reçu dans un endroit neutre, un peu plus isolé, à la sauvette, ben, ça aurait été considéré comme un affront important, donc qu'on devait recevoir Bill Clinton sur la place Tiananmen. Pierre Bourgault, lui, réagit aux dénonciations du président d'Alliance Québec, Bill Johnson, malmené au défilé de la Saint-Jean. Il se demande comment il peut aujourd'hui se déclarer exclu de la fête nationale alors qu'il n'y avait jamais participé avant de prendre la tête d'Alliance Québec. Il écrit « Ils me font rire, ces Anglais. Ils boudent et boycottent tout ce qui est québécois, répandent à travers le monde les pires calomnies. Ils dénigrent systématiquement tout ce que fait le gouvernement du Québec. Et puis, une fois par année, ils se découvrent une âme québécoise qui leur permet de tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge en français. » Et finalement, un petit fait divers politique qui peut faire sourire ce matin. Le retour de Joe Clark, qui espère reprendre la tête du Parti conservateur, a permis à Jean Chrétien de s'enrichir de 50 $. Il avait parié que Joe Clark se lancerait dans la course. Il n'a pas voulu dire avec qui. On n'a pas les détails là-dessus, ni ce que lui aurait dû donner en retour. Quoi qu'il en soit, Jean Chrétien qui pourrait ainsi recroiser le fer avec un ancien adversaire. Est-ce que la vie sentimentale d'Albert Einstein, ça vous intéresse, vous, Marc? Il a eu le temps d'en avoir une. Il a eu le temps. Ça devait peut-être être très scientifique, hein? C'était peut-être très métaphysique, mais il en a eu une. Et la preuve, c'est qu'il existe des lettres d'amour écrites par Einstein. Il avait une correspondance, entre autres, avec son épouse et ensuite, plus tard dans sa vie, avec une femme, une Russe, qu'il a fréquentée, semble-t-il, pendant une dizaine d'années. Cette femme-là, il ne le savait pas, mais c'était une espionne pour le compte de l'Union soviétique à l'époque. Et donc, ces lettres-là se sont retrouvées chez Sotheby's à New York. On les a mises à l'encan, mais personne n'a voulu les acheter. On pensait en tirer 250 000 $. Finalement, les enchères sont montées jusqu'à 180 000 et on a décidé de les retirer. Il faut dire qu'on a vendu plein de choses depuis des années appartenant à Albert Einstein. Entre autres, on avait vendu une série de lettres qu'il avait écrites justement à son épouse. C'est parti pour des centaines de milliers de $. On a vendu aussi des notes où il parlait de la théorie de la relativité. Et comme tout était relatif, bien, ça aussi, ça s'est vendu particulièrement cher. 900 000 $, c'est quand même pas mal de sous. Évidemment. En fin de semaine, il y a la Formule 1 en France. À Québec, il y a un Grand Prix, mais un Grand Prix de karting. Et c'est pas tous les jours qu'on reçoit un événement semblable à Québec. Imaginez-vous qu'on a réaménagé. À Pékin, dans le cadre de sa campagne pour la défense des droits de la personne en Chine. La religion est toujours contrôlée par l'État ici.
Quelques heures auparavant, il avait exprimé ouvertement ses vues sur la liberté d'expression. Ce devait être une conférence de presse conjointe. Cela s'est transformé en un débat animé d'1 heure portant sur des problèmes épineux qui séparent les deux hommes. Le président Clinton lançait la première salve, dénonçant l'usage de la force pour réprimer le mouvement pro-démocratie de la place Tiananmen. La réponse de Jiang Zemin était toute prête. J'ai exprimé l'opinion qu'en ce qui concerne les désordres politiques de 1989, dit-il, si le gouvernement chinois n'avait pas utilisé la méthode forte, nous ne pourrions pas profiter de la stabilité qui règne maintenant dans le pays. Clinton rejetait cette idée que seule la répression peut garantir la paix sociale. Je crois, dit-il, que pour avoir la stabilité dans le 21e siècle, il faudra que les gens aient un haut degré de liberté. Les deux leaders venaient tout juste de sortir de 2 heures de rencontre au sommet et d'une courte session de discussion privée. Ils n'avaient pas de nouvelles retentissantes à annoncer, mais ils en avaient long à dire sur le désarmement, la crise économique en Asie et le Tibet. En fait, nous avons ouvert quelques canaux de communication avec le Dalai Lama, dit-il, et j'espère qu'il nous répondra de façon positive à ce sujet. Le président Clinton a encouragé Jiang Zemin à aller de l'avant. J'ai passé du temps avec le Dalai Lama, dit-il. Je pense que c'est un homme honnête. Et je pense que s'il avait une conversation avec le président Jiang, les deux s'entendraient à merveille. Et dans les rues de Pékin, cette réaction à la diffusion de l'événement. Nous avons vu la conférence de presse en vrai, en direct, dit-elle. Tout un changement par rapport à nos sources d'information habituelles. Après le débat, le président chinois organisa un banquet en l'honneur du président Clinton. Après des heures d'échanges francs et directs, quelques moments de paix et d'harmonie. Ce débat public entre les deux présidents ne sera pas oublié de sitôt. Il s'est produit et a été montré à la télévision d'État dans un pays où critiquer la politique des droits de la personne du gouvernement, appeler à des négociations avec le Dalai Lama ou dénoncer le massacre de Tiananmen peut encore mener qui que ce soit en prison. Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Pékin. En Turquie, un violent tremblement de terre a frappé la région d'Adana, dans le sud du pays. Selon le dernier bilan, au moins 101 personnes sont mortes dans la tragédie. Plus de 600 autres auraient été blessés. Le séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter a été ressenti partout dans le pays. À Adana, la ville la plus touchée, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour tenter de dégager les survivants des décombres. En Irlande du Nord, les partisans de la paix ont remporté les premières élections à la nouvelle Assemblée semi-autonome. Ils y ont fait élire 80 des 108 députés. Les catholiques et les protestants modérés se retrouvent donc en bonne position pour veiller à l'application de l'accord de paix du 10 avril. Mais ces résultats ont été ternis par des affrontements entre extrémistes des deux camps dans un quartier catholique de l'ouest de Belfast. On ne rapporte cependant aucun blessé. Les libéraux de Jean Charest arrivent toujours premiers dans les intentions de vote des Québécois, mais l'écart entre le PLQ et le Parti québécois diminue. Un sondage CROP réalisé la semaine dernière auprès de 1000 personnes accorde 49 % des intentions de vote au PLQ et 43 % au PQ. L'écart est donc de 6 points entre les deux partis, alors qu'il était de 8 points au mois de mai et de 20 points au mois de mars, peu après l'arrivée de Jean Charest à la tête du PLQ. Une figure dominante de la vie politique en Outaouais, Gilles Rochelot, a succombé la nuit dernière à un cancer. Il était âgé de 62 ans. M. Rochelot a d'abord été élu maire de Hull en 1974. Il a fait ensuite le saut sur la scène provinciale où il sera élu en 81 député de Hull. Il se lance en politique fédérale et remporte la victoire dans le comté de Hull-Elmer. En 90, revirement, il adhère au Bloc québécois. Il sera défait aux mains des libéraux et l'ancien politicien deviendra animateur à la station CKCH jusqu'à sa fermeture en 1995. Le cœur du centre-ville de Montréal a vibré au son des percussions qui ont rythmé le parcours du défilé haut en couleur de la 4e édition de la Carifiesta, ce grand rassemblement annuel de la communauté antillaise. Mais le plaisir de cette journée a cependant été terni par quelques incidents en fin d'après-midi. Et Claude Frigon est toujours sur place où je le rejoins. Bonjour Claude. Bonjour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors les policiers nous donnent très peu d'informations pour l'instant, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aurait eu une tentative de meurtre au couteau qui se serait produit entre 16h et 16h30. Un jeune homme appartenant à un groupe d'une minorité visible de 26 ans a subi quand même des blessures mineures. Je
crois qu'on a des images. Ça s'est passé au coin Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Et les policiers confirment que tout ça est relié à la Cari-Fiesta. Cela mettait aux prises 2 groupes appartenant à des minorités visibles, je l'ai dit. Et si l'on se souvient, l'an dernier, il y avait eu échange de coups de feu après ce fameux défilé. Donc, ça semble le triste début d'une tradition à l'occasion d'un défilé qui, par ailleurs, a connu un franc succès. Et je vous ai préparé un reportage là-dessus. Plus de 1200 participants costumés et une douzaine de chars allégoriques ont traversé la ville sur le boulevard René-Lévesque. C'est une occasion unique pour la communauté antillaise de fêter et de partager sa culture. Nous vivons au Québec, on va intégrer avec la culture française, la culture italienne, la canadienne, tout le monde. C'est une forme d'intégrer. Tout le monde sont invités pour ça, on va fêter ensemble, on va célébrer ensemble. Mais la Cari-Fiesta ne connaît pas de frontières. N'importe qui peut se joindre à la fête et danser au son de la musique calypso. Les éléments les plus spectaculaires de ce défilé sont sans contredit ces costumes très élaborés qui demandent beaucoup de travail. On n'a pas beaucoup de temps pour faire ça. On fait ça en 2 jours. Ça demande beaucoup de travail. Ah oui, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi. Le thème pour cette année était les 4 saisons, chacun y allant de variations du printemps à l'hiver. Les spectateurs ont apprécié le spectacle. Pour l'ambiance, pour la musique, c'est entraînant, c'est plaisant. Je viens tous les années, j'aime bien ça. C'est comme vous êtes dans une vacance, avec tout le monde, tous les costumes, la brillance, la joie de vie, tout ça. C'est beau. Et Claude, est-ce que la fête est terminée ou est-ce que ça se prolonge en soirée? Ça se prolonge en soirée. Il y a un spectacle derrière l'hôtel de ville. La majorité des gens qui étaient au défilé se rassemblent là pour continuer la fête. Et je dois mentionner, on l'a oublié, que les policiers, il semble y avoir confusion chez eux. On parle peut-être d'un deuxième incident, toujours une attaque au couteau, et que ça se serait produit à l'angle des rues Hôtel de Ville et Vigée. Mais les policiers ne savent pas s'il s'agit de la même personne qui était blessée, qui s'est déplacée par quelque moyen que ce soit, ou si c'est un deuxième incident. On va tenter d'obtenir plus d'informations là-dessus. Merci, Claude. Merci. Au revoir. Et c'était aussi le coup d'envoi des Fêtes du Canada dans le Vieux-Port de Montréal. Les célébrations vont donc s'échelonner sur 5 jours, donc jusqu'au mercredi 1er juillet. Au programme, de nombreux spectacles et des activités pour tous les goûts. Les participants pourront aussi se familiariser avec certains aspects de l'histoire du Canada. Là-dessus, les précisions de Régent Blais. L'envol des célébrations de la Fête du Canada s'est fait tout en douceur. Des festivités qui s'étendront sur 5 jours et qui mettront en évidence le caractère multiculturel du pays et son histoire. D'ailleurs, un convoi d'anciens wagons du Canadien national emprunté au musée ferroviaire de Delson-Saint-Constant prend place dans le Vieux-Port. On veut ainsi permettre aux gens de revivre les débuts du chemin de fer. On profite également de l'occasion pour souligner le 125e anniversaire de la Gendarmerie royale du Canada. Tous les volets patrimoniaux, donc patrimoine humain, patrimoine culturel, patrimoine historique, scientifique. C'est un peu notre fil conducteur. On met l'accent beaucoup sur l'éducation, l'information. La fête est financée en grande partie par le gouvernement fédéral. Le budget pour le Québec se situe entre 2,5 millions et 3 millions de dollars, dont la moitié revient à la ville de Montréal. J'ai eu cette année à peu près 260 demandes à travers le Québec, que ce soit à la ville de Québec ou aux plus petits villages en Abitibi ou au Lac-Saint-Jean. C'est très populaire et je dirais qu'on a l'année dernière, entre autres, une augmentation de 50 % en termes d'achalandage à travers la province. Cette année, si la température est là, on s'attend aussi à battre des records. D'ici le 1er juillet, les jeunes et les moins jeunes pourront assister à plus de 200 spectacles. Les organisateurs attendent au moins 600 000 personnes. Régent Blais, Radio-Canada, Montréal. À Gatineau, dans l'Outaouais, les pluies diluviennes de la nuit dernière ont provoqué des inondations causées en bonne partie par le refoulement des égouts. Pas moins d'une 60aine de résidences ont été touchées par la montée des eaux. Les puisards ne suffisaient plus à la demande. Les autorités de la ville soutiennent qu'il n'y a pas eu de bris dans les conduites, seulement un débordement du réseau, et des équipes ont été rapidement dépêchées pour aider au nettoyage. Au Vermont, de fortes pluies se sont abattues au cours de la nuit et ce matin et provoqué des inondations dans le centre de l'État. Des résidents de 9 communautés ont dû être évacués et des routes ont également été fermées. Les dégâts matériels sont importants. Le gouverneur de l'État a décrété l'état d'urgence dans cette région et des secours ont été envoyés sur place.
À Sainte-Anne-de-Sorel, un groupe d'écologistes soucieux de la protection de l'archipel du lac Saint-Pierre s'est rassemblé cet après-midi dans le but d'empêcher les travaux de dragage qui doivent débuter sous peu dans le but d'élargir la voie navigable afin de permettre le passage de plus gros porte-conteneurs. On s'inquiète de ce réaménagement pour la faune et la flore des îles. Les protestataires demandent à la ministre fédérale de l'Environnement, Kristen Stewart, de décréter un moratoire sur les travaux et de tenir des audiences publiques. Et à Kanessetake, 1500 électeurs sont appelés aujourd'hui aux urnes pour désigner celui qui deviendra la tête dirigeante du conseil de bande. Outre le chef sortant, Jimmy Gabriel, 3 adversaires sont en lice, dont l'ancien chef, Jerry Pelletier, qui tente un retour après avoir démissionné de son poste il y a 2 ans. La princesse Anne a poursuivi sa tournée au Nouveau-Brunswick. Elle a visité ce matin un marché public du centre-ville de Moncton, en plus d'assister à un match de soccer. La princesse a également célébré le 150e anniversaire du 8e régiment des hussards canadiens, dont elle est le colonel en chef honoraire. La visite de la princesse Anne au Nouveau-Brunswick se terminera demain. On va maintenant parler de course automobile, puisque le Grand Prix de Formule 1 de France sera couru demain et le pilote québécois, dont vous voulez entendre parler, Jacques Villeneuve, sur Williams, partira en 5e position. Camille Dubé est avec nous pour en parler. Bonjour Camille. Bonjour José. Une 5e position, on peut dire que Jacques Villeneuve a bien fait pour les essais? Tout à fait, et on pouvait s'attendre au pire aujourd'hui, après le vendredi noir qu'il avait connu hier lors des essais libres. Aujourd'hui, c'était des essais officiels et comme José l'a dit, Villeneuve a décroché le 5e temps des qualifications officielles. Il partira donc de la 3e ligne demain. Mais la McLaren du Finlandais Mika Hakkinen, meneur au championnat des conducteurs, a encore une fois réalisé le meilleur temps. Hakkinen a donc mérité sa 5e position de tête de la saison, mais il aura à ses côtés une voiture qu'il aurait certainement préféré voir beaucoup plus loin derrière lui, soit celle de l'Allemand Michael Schumacher. La Ferrari est de plus en plus performante et Schumi a accusé un retard de seulement 0,2 de seconde lors de son tour le plus rapide. Et pas de surprise pour la 3e place, elle appartient à l'autre pilote de l'écurie McLaren, le Britannique David Coulthard. Il occupera la 2e ligne avec l'autre Ferrari, celle d'Eddie Irvine. Quant à Villeneuve, il s'est plaint de l'attraction de sa Williams, mais il a convenu que pour la première fois de la saison, il n'est pas très loin d'être inscrit par les meneurs et ça le rend optimiste en vue de la course de demain. Tant mieux. Au plaisir. Merci, à et on plus se tard. retrouve plus tard avec le repêchage de la Ligue nationale et la Coupe du monde. D'autres nouvelles du sport. Merci. Un siècle plus tard, le retour des premiers propriétaires de l'île d'Anticosti, c'est un reportage d'Alex Levasseur dans un instant. Et la violence familiale, les abus sexuels sont devenus incontrôlables. Le taux de criminalité a augmenté de 134 % depuis le début de l'année. La grande majorité des adultes ont sombré et ceux qui demeurent sobres, les chefs, ont commencé à s'entre-déchirer. They'll say probably I helped my own family and I bought some fridge for my sister and all those things. Those are not true. They can investigate me if they want to. Le nouveau chef de bande, Simeon Yakupic, s'est ouvert à la justice des Blancs. Il a obtenu que le nombre de policiers de la GRC passe de 2 à 6. Puis, le mois dernier, il a proposé un référendum pour interdire l'alcool dans le village. Mais le clan ennemi, représenté par la présidente de la nation Innu, Katie Rich, n'accorde aucune crédibilité à ses intentions. Of all the councillors that are in their position right now, they all used alcohol to be in that position. Pour trouver des solutions à la crise, plusieurs hommes ont repris les rites traditionnels de ressourcement et de purification. Mais les résultats se font attendre. Davis Inlet vit le cauchemar. En plein jour, en face de chez elle, cette adolescente renifle depuis des heures des vapeurs d'essence dans un sac de plastique caché dans sa veste. None of the adults are, even I myself, when I walk down the road, I see them and we don't do anything. Les parents ont démissionné. Leurs enfants sont négligés, laissés à eux-mêmes, et tranquillement, ils seront attirés par leurs aînés, parfois même avant l'âge de 10 ans, sur la Sniff Mountain. Sur ce rocher qui surplombe le village, à tous les jours, entre 30 et 50 jeunes sniffent, sacs de plastique à la main, les vapeurs d'essence. Et c'est ainsi que s'autodétruit la nation Innu de Davis Inlet. Solveig Miller, Radio-Canada, Saint-Jean-Terre-Neuve. L'île d'Anticosti, on l'a un peu oublié, a déjà été la propriété de particuliers, la famille Meunier, qui l'avait acquise il y a un peu plus d'1 siècle. Ensuite, dans les années 20, l'île est devenue la propriété d'une papetière.
Et depuis hier, les descendants des anciens propriétaires sont revenus dans l'île. L'un d'entre eux, Henri Meunier, a profité de son passage pour inaugurer un musée ravivant le souvenir de ses aïeux. Alex Levasseur était présent lors des retrouvailles. Voilà. La famille Meunier n'avait jamais remis les pieds sur Anticosti depuis que Gaston, l'arrière-arrière-grand-père du jeune Henri, a vendu l'île à la Wayaganach en 1926. Ce paradis de chasse est demeuré entre les mains de la famille Meunier à peine 31 ans, de 1895 à 1926, assez longtemps pour en faire une prospère ville industrielle. C'est splendide, hein? C'est avec beaucoup d'émotion que Jean-Louis Meunier, son épouse Laure et leur fils Henri sont retournés sur les ruines de ce qui fut la magnifique villa de leur aïeul et qu'ils ont rencontré la doyenne de l'île, Mme McCormick. Elle évoquait Gaston Meunier qu'elle avait connu quand elle était jeune et elle évoquait sa gentillesse et le fait qu'elle allait cueillir des fraises et lui apporter des fraises. Ils ont aussi visité le premier village construit par Henri à Baie-Sainte-Claire, un village qui fut démoli pour être reconstruit plus loin et devenir Port-Meunier. C'est un véritable coup de foudre pour cette île et ses habitants. Et, ah oui, c'est véritablement une merveille. Et en plus, c'est vraiment dans ce Québec que nous aimons beaucoup. Mais curieusement, c'est à l'autre extrémité de l'île, dans une magnifique pourvoirie de la rivière Saumon, que s'est réalisé un musée à la mémoire des Meunier. Ce qui était une simple boutade de Jean Gagnon, le propriétaire, à son ami français Joël Moreau, est vite devenu une grande aventure, par le biais de Nestlé France, qui s'était porté acquéreur de la chocolaterie Meunier il n'y a pas longtemps. Il dit, c'est le bateau de Meunier. Ça vous intéresse? Ah, j'ai dit que oui. Et puis il me dit, il y a le wagonnet, que vous pouvez voir dehors. C'est un wagonnet qui était sur l'île pour la remarderie et que Gaston ramenait avec le bateau. Grâce à ce musée, ceux qui n'aiment pas la chasse auront maintenant une raison de visiter cette île que les Meunier ont tant aimée. Alex Levasseur, Radio-Canada, Anticosti. Et dans la petite localité de Calixa-la-Vallée, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Montréal, il y avait une opération porte ouverte un peu particulière aujourd'hui, permettant la découverte de 12 maisons anciennes, âgées entre 150 et 250 ans. Les visiteurs ont donc pu fouler les lieux où a vécu le compositeur de l'hymne national du Canada. Et plusieurs se sont émerveillés par ce qui est considéré comme le plus riche patrimoine rural de la région de Montréal. La nature est plus agréable dans le silence. Découvrez... Tampa Bay a sélectionné le Québécois Vincent Lecavalier. Il est le premier Québécois à être repêché au tout premier rang depuis Alexandre Daigle en 1993. Cette séance annuelle avait lieu au Mary Midland Arena à Buffalo. L'amphithéâtre était rempli pour l'événement, c'est pas une surprise. Lecavalier, il a 18 ans, il a présenté une fiche de 44 buts, 71 passes en 58 matchs la saison passée avec l'Océanique de Rimouski dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un centre de 6 pieds 4 pouces, 180 livres, un bon gabarit, beaucoup de talent. Vincent Lecavalier. Quant au Canadien de Montréal, il a sélectionné au 16e rang et il a appelé Éric Chouinard, des Remparts de Québec. Chouinard est le fils de Guy Chouinard. La saison dernière, ce centre a amassé 83 points, y compris 41 buts en 68 rencontres avec les Remparts. Au deuxième tour, le tricolore a arrêté son choix sur le Montréalais Mike Ribeiro. Et le premier gardien de but du Québec à être sélectionné a été le Lavallois Mathieu Chouinard des Cataractes de Shawinigan. Cet autre Chouinard, aucun lien de parenté avec Éric, fera partie des sénateurs d'Ottawa qui l'ont réclamé au 15e rang, un des 7 Québécois choisis au premier tour. Coupe du monde de football maintenant à Paris, qualification sans problème du Brésil pour les quarts de finale. Pour ce faire, César Sampaio est sorti de l'anonymat. Il a ouvert la marque à la 11e minute sur un coup franc de Dunga, que l'on revoit d'ailleurs d'un autre angle. Et après que ce même Sampaio ait doublé l'avance des siens, Ronaldo, peu visible jusque-là, inscrira les deux autres buts du Brésil, qui écrase le Chili 4-1, prochain rival du Brésil, le gagnant du match Nigeria-Danemark qui aura lieu demain. Maintenant, on va parler un peu de football. Un avant-match pour les Expos contre les Orioles de Baltimore. Les Expos ont eu du bon temps hier. Pour l'avant-match de ce soir, on rejoint René Potier au Stade olympique. Les Expos ont vraiment entrepris du bon pied. Leur deuxième série de matchs interligue hier soir au Parc olympique contre les Orioles de Baltimore à 4.
Ces deux mêmes équipes se font face à nouveau ce soir, dès 19h à notre antenne. Vous savez que les Orioles, c'est la mauvaise surprise par excellence de la Ligue américaine de baseball. Même s'ils sont premiers en défense dans la Ligue américaine, 6e en attaque, ils se retrouvent pourtant à 6 matchs sous la barre des 500 et occupent le 4e rang de leur division. Pourquoi? C'est tout simplement qu'ils ont offert un peu plus de 5,5 points par match. Donc, vous voyez que le travail au monticule fait défaut. On peut attribuer cet état de choses probablement au départ de Randy Myers, celui qui avait protégé 45 victoires l'an passé. Ce soir, Mike Mussina sera opposé à Carl Pavano. C'est à 19h à notre antenne. D'ici là, de retour en studio à Camille Dubé. Merci René Potier. Je veux aussi vous dire que l'Italie a également gagné au mondial. Merci Camille. Plaisir, au revoir. Je sais qu'il a déjà travaillé pour une courte période pour le Canadien, avait assisté Serge Chavard à l'époque, eh bien, fait encore du travail pour repêcher solidement. Et bon, il faut dire aussi qu'il n'y a pas nécessairement un trophée Norris avec les Mighty Ducks présentement. Alors, on avait aussi des besoins de ce côté-là. Mais plusieurs s'attendaient à ce qu'on cherche à entourer les Carilla et Selani, sur qui à peu près tout repose là en attaque au sein de cette équipe. Il y avait toujours un disponible Manny Malhotra, Michael Henrich, deux excellents joueurs d'attaque. Alors, on a jeté des volus sur un défenseur européen. Là-dessus, allons retrouver donc Alain Crête et son invité François Allaire. Effectivement, Pierrot, oui, François Allaire qui, à la blague, me disait avant le début de ce repêchage, c'est moi l'entraîneur-chef des Mighty Ducks. Il est le seul membre du personnel d'entraîneur qui est toujours en poste avec l'équipe. Alors, monsieur l'entraîneur-chef, un mot sur votre premier choix? Je ne le connais pas du tout, là, mais on a entendu dire des bonnes choses de lui. C'est un défenseur qui est assez pensé, qui est très mobile, donc on va regarder ça aller dans les prochaines années. Et les Mighty Ducks, fidèles à leurs habitudes, qui ne se gênent pas pour repêcher des Européens? Oui, disons qu'on a une organisation qui a des bonnes antennes en Europe et qui repêche assez souvent des joueurs européens. François, évidemment, on parlait tantôt à la blague du poste d'entraîneur-chef. Est-ce que tu as du nouveau, des nouvelles, des rumeurs de ce côté-là sur l'identité de celui qui pourrait être ton prochain patron? Non, disons qu'ils n'ont pas commencé le dossier. Ils voulaient laisser passer la draft. Après ça, commencer à étudier des candidatures. Donc, je n'ai pas plus de nouvelles que personne. La seule chose que je sais, c'est que la semaine passée, j'ai reçu des billets pour aller à Buffalo. Donc, ça veut dire que je suis encore en poste et que je vais travailler avec quelqu'un d'autre l'année prochaine. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Voilà, messieurs, de retour à Pierre-Houd. Alain aussi est encore en poste. Lui aussi a eu ses billets pour aller à Buffalo. Les Flames de Calgary seront donc les prochains à choisir. On aperçoit l'année McDonald. Il est difficile à rater, l'année McDonald. Il a moins de cheveux, mais la moustache est toujours aussi volumineuse. Ce dont on a besoin, Pierre, chez les Flames? Chez les Flames, un gros centre bus, donc sûrement qu'on va prendre un gardien de but. Comme on le mentionne souvent, c'est toujours le meilleur joueur disponible. Mais chez les Flames de Calgary, c'est toujours question de budget. Année après année, on regarde de quelle façon on veut faire une sélection. On vient toujours à la ligne inférieure, c'est combien avons-nous d'argent dépensé pour aller chercher des joueurs. Et ça va être toujours ça qui va demeurer le problème numéro 1 des Flames de Calgary, qui ont effectué des transactions encore dernièrement. Oui, absolument. Ken Reggett et Dave Roche, qu'ils ont acquis de Pittsburgh, contre Jermaine Titoff et Todd Lisko. Et si on a besoin d'un centre, le meilleur disponible, c'est Manny Malhotra, présentement. Excellent dans les deux sens, lui. Bon, on verra. Messieurs, Alain Crête est en compagnie d'Alain Chéné. Merci, Pierre-Houd. Alain, c'est peut-être le bonhomme le mieux placé au sein de l'organisation pour nous parler de votre premier choix, un autre Européen. Oui, c'est un joueur qui a une dimension assez agressive, qui a un très bon skill level, qui patine très bien. Plusieurs le comparent un peu à Kasparaitis et Konstantinov. C'est des joueurs de ce style-là, agressifs, qui transportent bien la rondelle, qui font une excellente passe. Alors, nous sommes très heureux de l'avoir parce que on l'aimait beaucoup, il faut le dire. C'est pour ça qu'on l'a pris 5e overall. Merci beaucoup, Alain. Là-dessus, on va écouter la sélection des Flames. A new third jersey, which symbolizes their proud Western heritage and acknowledge that this is the year of the cowboy in Alberta. And we are proud to present the jersey today to our first choice in the 1998 entry draft from the Ontario Hockey League's London Knights, Rico Fata. Alors, Rico Fata des Knights de London est le choix des Flames de Calgary et il sera, comme l'a dit Nick Polano, le premier à porter le nouvel uniforme des Flames de Calgary qu'on va découvrir dans quelques instants. Bernard, tu sembles étonné? Un peu étonné parce que c'est un joueur de centre, Rico Fata, qu'on avait vu il y a quelques années au tournoi Pee-Wee de Québec, avait été une super vedette à l'époque. Même molle que Sergei Samsonov. Si ça vous donne une idée, les trapus
5 pieds 11 pouces, 200 livres, a joué à 15 ans dans la Ligue de l'Ontario parce qu'il est originaire, lui, de Sault-Sainte-Marie. Avait joué 1 an à 15 ans. Par la suite, a été le premier choix du repêchage par London. Donc, c'est déjà sa 3e saison au hockey junior canadien. Et c'est vrai, Bernard, ce qu'on dit qu'il est le meilleur patineur disponible aujourd'hui dans l'un des bons repêchage. patineurs. Avec David Legwand, peut-être les 2 meilleurs patineurs qui ont un coup de patin vraiment naturel. Et on l'utilise au centre, mais je pense que sa force, c'est à l'aile parce qu'il est capable, avec sa vitesse, de déborder les défenseurs. Alors, on verra quelle utilité on va en faire avec la formation qui vient de le sélectionner, en l'occurrence Calgary. Bon, un joueur de centre rapide à Calgary, pas nécessairement très grand, enfin 5 pieds 11 et demi, 202 livres, robuste quand même. Ça vous rappelle pas un certain joueur, mais un peu plus costaud? Joran Fleury, lorsque tu regardes l'organisation qui a du succès avec un style de joueur, avec un joueur qui a été costaud, pas nécessairement des plus grands. Il dit, on a eu ce joueur qui nous a aidé pendant de nombreuses années, qui nous aide encore. Donc, on est plus enclin à prendre un risque calculé avec un joueur. Monsieur Bouchard, vous serez heureux parce qu'Alain Crête est en compagnie de votre ancien coéquipier et joueur de tour préféré. Ah, Pointu! Pointu Guy Lapointe. Alors, messieurs, à vous. Merci infiniment, Pierre-Route. Tout de suite, je vous fais les salutations de Pierre Bouchard à Montréal qui anime ce repêchage en compagnie de Pierre-Route. Guy, on parlait de Rico Fata, probablement un des patineurs les plus rapides dans le repêchage de cette année. Oui, justement. Disons que les Flames ont à la recherche, c'est sûr, du meilleur joueur disponible. Puis, dans le critère qu'on regardait, Rico Fata, il amène une bonne dimension de ce côté-là, beaucoup de vitesse. C'est un des bons patineurs que j'ai vu personnellement dans les dernières trappes, à part peut-être un Paul Carrier. Son offensive va nous aider beaucoup. On a besoin d'une production, je veux dire, pour aider Fleury. On calcule que c'est dans nos... Il doit par contre travailler, lui, son coup de patin, mais c'est un bonhomme de 6 pieds 6 pouces, 218 livres, 18 ans, était répertorié 23e sur la centrale de recrutement pour les joueurs nord-américains de la Ligue nationale. Il est né à Brunswick, dans l'État de l'Ohio. Alors, c'est toute une pièce, hein, dit-on. On dit de lui qu'il ne possède pas peut-être encore tous les éléments de compréhension là, du hockey, mais ce qu'on veut dire, c'est un projet. Un potentiel à développer. C'est ça. Marc Lachapelle dit souvent ça comme ça, c'est un projet. Ouais, un projet. C'est un beau petit projet à 6 pieds 5 pouces, Pierre. Chez les Islanders, je pensais que Mike Milbury était pour tourner cette équipe beaucoup plus rapidement. L'an passé, on a cru que c'était l'équipe qui était pour aller vers l'avant. Et on a pataugé un peu. On est revenu un peu, on a fait un peu le tcha-tcha. Venez à l'arrière, changer d'instructeur, Rick Bonus. Milbury est revenu. Je ne suis pas certain que Milbury n'est pas le gars pour mettre une stabilité dans une équipe. Ouais. Il garde ça un petit peu avec une certaine instabilité. Et juste avant qu'il règle ce problème... À sa défense, Pierre, il faut dire qu'il y a eu tellement de spéculation, il y a eu tellement de problèmes autour de la propriété de l'équipe comme telle. On doutait même de l'avenir de cette équipe-là à Long Island. Cette équipe-là évolue dans un environnement extrêmement compétitif, évidemment, le marché de New York. C'est dans un aréna vétuste, au milieu de nulle part. Enfin, bref, je ne veux pas défendre Milbury, je ne suis pas un de ses grands fans. Ça fait partie de l'ensemble. Mais ça fait partie de l'ensemble des problèmes à New York. Cependant, il faut dire une chose, il y a de très bons jeunes joueurs encore dans le noyau de cette équipe-là. Et on dit que Roberto Luongo, là, s'approche. Fichot est parti maintenant. Il est avec les Islanders, avec les Oilers maintenant. Et Luongo, dit-on, est tout près. Là. Allons retrouver Alain Crête tout de suite. Merci Pierre-Roud avec Mario Saraceno qui est le dépisteur des Islanders au Québec. Mario, d'abord un mot sur votre premier choix d'aujourd'hui. Depuis une semaine, Normand Saint-Pierre tourne en rond. Son corps s'est désormais habitué au monde. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Je suis même surpris de ma condition physique. C'est surprenant, au niveau du pouls, de la pression. Quand tout le monde descend du manège, lui reste. Nuit et jour. Le plus difficile, je veux te dire, c'est les... rendus en haut, là, il y a les mannes. Ça, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai changé depuis aujourd'hui que j'ai des lunettes. Les mannes, puis il y a eu la pluie, là, les 2 dernières journées de pluie. Il y boit, il y mange, il parvient même à y dormir. Oui, cette nuit, exceptionnellement, j'ai fait 8 heures de sommeil, 8 heures, 8 heures et demie. L'équipe de Nashville a choisi David Legwand de la Ligue de l'Ontario. San Jose a mis la main sur Brad Stewart de la Ligue de l'Ouest en 3e position. Évidemment, chez le Cavalier, on attendait ce moment depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et on écoute les commentaires de la famille de Cavalier, entre autres.
Cette séance de repêchage a ému les Le Cavaliers. J'étais plutôt soulagé. Mon père aussi était quand même, il était nerveux avant le repêchage. C'était quand même assez spécial. Toute ma famille, tous mes amis qui étaient là. On ne va pas montrer nos émotions. Les hommes, vous savez ce que c'est. Mais c'est venu tout près, là. Mais que voulez-vous, c'est sûr, c'est des grands moments. Moi, ça fait, pour être honnête, ça fait plusieurs années là, que j'attends ce moment-là. C'est fait finalement, mais qu'est-ce qui me déçoit un peu, c'est que ça se passe tellement vite. On dirait que c'est... je sais pas, ça se fait trop vite pour le temps qu'on y pense, puis que... En tout cas, mais je suis bien heureuse. Bien heureuse pour lui parce que c'est ça qu'il veut faire, il veut jouer au hockey. Et chez le Lightning de Tampa Bay, on était pour le moins emballés. Le propriétaire de l'équipe l'a même comparé à un futur Michael Jordan du hockey. Il dit ne pas lui mettre de pression, car il veut lui laisser le temps simplement de devenir le meilleur joueur au monde. We expect him to lead us to some Stanley Cup championships. He's being referred to by a lot of owners and general managers that I've talked to the last couple of days as the Michael Jordan of the NHL. C'est pas moi qui l'ai appelé Michael Jordan, wow! Mais c'est lui qui est propriétaire de l'équipe, c'est son argent. Il peut dire ce qu'il voudra du jeune Le Cavalier. Moi, je vous dis simplement, on a un prodige, on a un jeune, un diamant. Il faut le polir. On va être très prudent avec lui. Je trouve ça flatteur. Il me compare à Michael Jordan. C'est le gars... Là, ça, lui, il me compare à Michael Jordan. C'est quelque chose de gros. Jacques Demers pour remettre les pieds sur terre, il n'y a pas mieux. Hein? Et du côté du Canadien, voici les joueurs réclamés par le tricolore dans les 6 premières rondes. Évidemment, Éric Chouinard, le premier choix du Canadien, des Remparts de Québec. Mike Ribeiro en deuxième ronde. On retrouve également de Laval François Beauchemin, Andriy Bashkirov et Gordy Dwyer, qui était le capitaine des Remparts de Québec. Les transactions se font rares à Buffalo. Faisait, lui, M. Gauthier. Il était directeur général avec le grand patron. Donc, il passe de sénateur à Donald Duck. Hein? Oui. Il passe du dollar canadien. C'est plus payant. Il passe du dollar canadien au dollar américain. Ah, voilà, oui, voilà. Il passe du dollar canadien au dollar américain. Écoutez, Michel, vous avez peut-être pas remarqué comment, vous avez remarqué, parce que j'ai lu votre chronique de ce matin, comment les marchés asiatiques ont été bousculés ces derniers temps et comment ils ont perdu de la valeur. Est-ce que vous avez remarqué que Yakouvakis s'est allé en Asie dernièrement? Il a spéculé contre le yen avec son 4 de vacances. Vous voyez ce que ça donne? Oui. C'est Pascal. Mais vous avez vu le titre de sa chronique d'aujourd'hui? Extraordinaire. Bon yen de bon yen. Oh, je l'aime assez, plaisantin. Il est fort. Ah, il est très fort. Il est fort. Beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Il est fort et c'est pour ça qu'il est avec nous. Bon, voilà. Alors, un très gros point. Michel, sérieusement, il y a de plus en plus de gens qui font appel à Internet, si vous voulez, pour obtenir des tuyaux financiers. Moi, c'est drôle, j'aurais pas vraiment confiance, parce qu'on peut dire ou écrire à peu près n'importe quoi sur Internet. Bien ça, vous avez un gros point. Le gros problème avec l'Internet, c'est qu'il n'y a personne. Premièrement, on sait que c'est mondial. Et puis, il n'y a personne qui peut surveiller de A à Z toutes les informations qui peuvent circuler, évidemment, sur Internet. Seulement aux États-Unis, Louis, il y a 7000 sites web financiers. 7000. Alors, comment tu peux contrôler... Ils sont tous excellents, c'est ça. C'est sûr que parmi les 7000, il y en a sûrement de très bons. D'ailleurs, à un moment donné, je ferai une recherche et j'essaierai de trouver pour les gens lesquels sont les meilleurs, parce qu'il y en a sûrement des très bons. On lira ça avec intérêt dans la presse. Oui, un de ces jours, parce que c'est quand même très long, 7000, encore faut avoir le temps. Je pense qu'on va mettre une équipe là-dessus. Alors voilà, mais d'ici ce temps-là, moi, je ne ferai pas confiance plus qu'il faut là, à toutes les informations que l'on peut retrouver sur Internet. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, vous avez même la Commission des valeurs mobilières du Québec, mais également toutes les commissions des valeurs mobilières à travers le monde, ou l'équivalent, là, se sont penchés sur le problème de l'Internet et de la supercherie qu'on trouve assez régulièrement parmi les informations que l'on donne sur Internet. Et puis, on prodigue aux gens une série de conseils. Puis, le principal conseil, c'est que fiez-vous pas trop à l'information pour résumer à l'information que l'on trouve. Mais montrez-nous la brochure quand même. En fait, elle n'est pas très explicite, mais le contenu est très bon. Oui. Et puis, ça donne une série de conseils aux gens.
dont le principal, comme je vous dis, ne vous fiez pas. Et puis prenez ça avec un grain de sel et pas plus, il faut donner à ça pas plus d'attention qu'il faut. D'ailleurs, c'est sur Internet que c'est vrai. Alors, exactement. Puis deuxièmement, tu sais, les experts là, sur Internet qui te donnent des bons tuyaux, as-tu pensé 2 minutes? Pourquoi Tu pourrais les garder pour eux? Non, mais pourquoi qu'un inconnu te donnerait un bon tuyau si ce n'est pas justement pour faire booster, passez-moi l'expression, augmenter le titre? Et puis, lui, et d'ailleurs, ça s'est passé à Los Angeles récemment, on a dénoncé un cas. La personne, c'est une petite société de biotechnologie. Le promoteur a envoyé comme ça sur Internet une série d'informations. Le titre, en 3 jours, a quadruplé, a triplé, quadruplé. Lui, il en a profité. Non, il en a profité pour liquider ses actions. Et puis là, comme tout bonnement, 2 jours plus tard, le titre s'est effondré. Ben voilà, il a fait de l'argent. Il a réussi à faire de l'argent avec la naïveté, avec les gogos. Pour les autres. Mais vous, ce matin, je vous trouve un petit peu audacieux, Michel, pour la bonne raison que vous nous dites que, dans le fond, là, les places boursières japonaises, c'est pas un si mauvais investissement que ça, compte tenu de la tourmente qui règne là-bas. Expliquez-vous. Alors, c'est vrai que la majorité des gestionnaires de portefeuille, la majorité des investisseurs, des vrais investisseurs, donc des gros investisseurs, sont très négatifs face aux perspectives japonaises ou également tout ce qui s'appelle perspectives asiatiques. Bon, mais il y a un secret, entre guillemets, en bourse. Quand tout le monde est dépressif, c'est une occasion d'achat. Il faut savoir si c'est au plancher actuellement. Oui, mais ça, évidemment, on ne le saura jamais. Hein? Sauf qu'il arrive un moment donné, comme c'est le cas d'ailleurs avec la bourse japonaise et la plupart des bourses asiatiques, on me fait des signes comme quoi Girard arrête de parler. Oui, c'est vous. Mais cela dit, donc, quand tous les marchés sont très, très, très bas, ça peut être une occasion d'achat, justement, pour investir graduellement, accumuler certains titres. Je donne aujourd'hui dans la presse, il faut le préciser, une série de fonds communs d'actions asiatiques. Alors donc, même Pascal Yalkovakis, il laisse quelque chose pour investir là-dedans. Voilà. Ben, merci beaucoup, Michel Girard. On peut vous rejoindre, on peut vous poser des questions ou faire des suggestions au 790-2006 dans votre boîte vocale ou là, 1-800-790-2006. Michel Girard, donc, que nous remercions beaucoup. Bonne journée. Nous nous transportons maintenant du côté d'Ottawa, mesdames, messieurs. Anne Roy est là-bas et dans l'Outaouais, on a appris une triste nouvelle en fin de semaine. C'est une triste nouvelle, le décès de l'homme politique Gilles Rochelot. Oui, exactement. Bon, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, Gilles Rochelot, ce politicien bien connu, comme vous l'avez mentionné, en Outaouais, est décédé des suites d'un cancer de l'estomac en fin de semaine. Alors, à sa résidence en fin de semaine, le drapeau, comme vous pouvez le voir, était en berne. Gilles Rochelot avait 62 ans. Il a été député et maire de Hull. Il a aussi participé à la fondation du Bloc québécois. Une carrière, Louis, une carrière politique de 26 ans. Les funérailles auront lieu jeudi. Voilà. Et une fin de semaine difficile pour les résidents de Gatineau. Expliquez-nous un petit peu. Oui, de la pluie, il y en a eu. Il y en a tellement eu, Louis, là, que les systèmes d'égouts ont tout simplement débordé. Résultat, l'eau s'est infiltrée dans les sous-sols des maisons. Alors, comme vous pouvez voir, là, les gens étaient complètement découragés en fin de semaine. Également, de forts vents violents ont endommagé, les résidences de l'Outaouais et certaines résidences de la région d'Ottawa-Carleton. Comme vous pouvez le voir, certains arbres ont tout simplement cédé et se sont retrouvés sur le toit des maisons. Voilà, ben ça prend du courage et du moral. Maintenant, du nouveau concernant ces familles de l'Est ontarien là, qui en ont contre les services de protection de l'enfance. Oui, exactement. Vous en avez parlé il y a environ 2 semaines de cela. Vous vous souvenez sans aucun doute que les parents de cette famille affirmaient que leurs enfants avaient été maltraités dans un foyer d'accueil. Eh bien, maintenant, leur médecin de famille confirme leur dire et il croit même que la société d'État a causé plus de problèmes au sein de cette famille qu'elle a fait de bien. Pour l'instant, Louis, bon, des raisons légales empêchent la Société de l'aide à l'enfance de commenter la situation. Eh bien, Anne Roy, nous vous remercions beaucoup et bonne journée à Ottawa, dans l'Outaouais. Portez-vous bien. Bonjour, mesdames, messieurs, ici François Saint-Onge. C'est un matin assez confortable qui vous attend aujourd'hui, mais il ne faut pas se fier aux apparences. En tout cas, c'est ce que nous disent les météorologistes. En effet, on nous prévoit 40 de possibilité d'averse dans le courant de la journée. On parle même qu'un orage pourrait nous tomber dessus en fin de journée. Alors,
faut peut-être partir avec le parapluie malgré le soleil de ce matin. Le maximum devrait atteindre 25 degrés. Un peu de pluie comme ça jusqu'à mercredi, mais pour le congé de la fête du Canada, semble-t-il que tout va revenir en ordre. En fin de semaine, les festivals se terminaient, d'autres commençaient. On va y aller tout de suite avec celui de Shawinigan Sud, le festival d'été qui terminait sa programmation. Il y avait tout d'abord les régates sur la rivière Saint-Maurice, sur le bord du boulevard du Capitaine. Les régates ont très bien fonctionné samedi et dimanche et beaucoup de monde ont assisté aux compétitions. C'est la 3e année qu'on tient ces régates à Shawinigan Sud. 10 000 personnes ont assisté à ces compétitions. Et puis, sur la scène du festival d'été, cette fois-là, eh bien, Bruno Pelletier était l'invité, ainsi que le Boogie Wonder Band hier soir. Au total, 44 000 personnes ont participé à la fête à Shawinigan Sud en fin de semaine. Le festival d'été se termine donc avec un bilan total de 125 000 spectateurs payants. Et c'est une augmentation par rapport à l'année dernière, une augmentation de 15 000 spectateurs. Ça va donc très bien du côté du festival d'été de Shawinigan Sud. D'autre part, à Trois-Rivières, ici même dans le parc Champlain, il y avait le début de l'International de l'art vocal. Là encore, la fin de semaine a été très bonne, malgré un début plutôt timide, un peu plus froid vendredi soir avec Paul Piché, mais malgré tout, ça s'est bien déroulé. Donc, il y avait Paul Piché, il y avait également Michel Pagliaro samedi soir, et on terminait la fin de semaine sur la grande scène avec Dogmatic et Gamic. En tout, ces spectacles-là auront attiré 42 000 personnes. C'est une très bonne réussite, d'autant plus que l'International de l'art vocal connaît cette année une année cruciale. On sait qu'on a accumulé certains déficits au cours des 2 dernières années. Il faut que ça fonctionne cette année et ça semble parti sur la bonne voie. Rapidement, je vous fais entendre, non, on n'aura pas le temps de l'entendre, mais je vous dis qu'il y a quand même 25 festivals qui se partagent les 12 week-ends qui sont situés entre le 20 juin et la fête du travail à Mauricie. Donc, beaucoup de festivals. On se bat pour attirer les foules, mais les gros festivals continuent à livrer la marchandise. Je vous souhaite de passer une très belle journée. La technologie Internet. C'est important de savoir d'où ça vient. Plus important encore, c'est de savoir où ça nous emmène. De la part des gens qui vous ont proposé la radio et la télévision. Ici, le futur. www.radiocanada.ca. Le système permet maintenant de faire un tri et de recevoir les malades qui ont vraiment besoin d'aller à l'hôpital. Les autres, on les envoie dans les cliniques. C'est ça, le virage ambulatoire, ma chérie. Tu lis pas les journaux, des fois? Oui. Toi, tu vas aller à l'urgence d'abord, au lieu de m'amener dans une clinique spécialisée? C'est une excellente question. Un gars, une fille, lundi 19h. Le monde ne s'arrête jamais. RDI non plus. Du plus local au plus planétaire, RDI est au centre de l'événement. Pour mieux vous le raconter, vous l'expliquer. Il est votre éclairage sur le monde, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici RDI, le réseau de l'information en direct sur la vie. Que ce soit en 1944 ou en 1998, quand tu as 20 ans, tu veux changer le monde. Pour changer le monde, il faut que le monde veuille être changé. Qu'est-ce qui va nous arriver? Quand tu as 20 ans, tu rêves d'amour et de liberté. Arrange-toi pour retenir vite, hein? Pas de promesses. Surtout pas de promesses. Tu rêves d'un monde où il n'y a pas de guerre, mais c'est juste un rêve. Maman, c'est pas le temps de s'attendrir. La suite du Volcan tranquille. Enlève-moi pas mon courage. J'en ai pas trop. Maintenant, lundi, 20h. C'est une histoire de désir et d'ambition. J'ai l'intention de demander la main de votre fille. Qu'est-ce qu'on va devenir? Vous arrivez trop tard. Une histoire de détresse. Je peux consentir à cette union, ne l'oubliez pas. Marguerite Volant, ce soir, 21h. C'est un jeu d'actes qui commence par L. C'est pas Scrabble, ni bonhomme pendu. Un jeu de lettres avec des boules de bingo. Les lettres, bingo, lingo. Lingo, animé par Paul Hood, du lundi au vendredi, 17h30. Non, mesdames, messieurs, ce n'est pas un remake du célèbre Ghostbuster. Vous voyez, vous vous rappelez de l'homme guimauve dans le film? Non, c'est Bibendum
C'est le bonhomme Michelin qui va se promener dans le ciel de Montréal, de la région, au cours des prochaines heures. Un coup publicitaire, évidemment, du fabricant français de pneus. Voilà. Ceci dit, nous allons retrouver donc Ghislaine Bouffard à 7h33 minutes, bientôt 7h34, avec l'élément important de l'actualité ce matin, cet incendie, explosion suivie d'incendie à Acton Vale. Oui, à l'usine de recouvrement de sol Peerless, qui a fait 2 morts, 2 pompiers. Il y a aussi 7 autres pompiers qui ont été blessés gravement et en plus 2 employés de l'usine Peerless qui effectuaient leur quart de travail ont également été blessés. La compagnie Peerless emploie 1000 personnes, dont 150 qui travaillent à Acton Vale. Alexandre Dumas, vous êtes toujours sur place. Est-ce que les flammes demeurent intenses? Les flammes ont été maîtrisées depuis maintenant à peu près une demi-heure. Mais là où on en est davantage, c'est sur tout le déploiement stratégique de l'intervention de sécurité d'après-coup, puisqu'il y a forcément, avec les produits qu'il y avait à l'usine, une sorte de risque de toxicité. Et j'ai avec moi d'ailleurs M. Éric Hood, qui est de la Sécurité civile du Québec, qui est directeur régional ici. M. Hood, qu'est-ce que d'un point de vue de sécurité civile, là, vous allez tenter de faire dans les heures qui viennent ce matin? Là, on est en contact présentement avec les gens de l'environnement pour voir, au niveau du panache de fumée, quels sont les produits qui sont là-dedans, quels sont les produits qui s'en vont dans l'environnement. Et on est en train de préparer, et on a demandé à la population d'évacuer, s'en aller vers une école ici qui est proche, pour prévenir. On a demandé aussi aux personnes, il y a une place pour des personnes âgées. On a fermé toute l'alimentation d'air qu'il y avait alentour pour évaluer si on va évacuer ces gens-là. On est en période d'évaluation, on est en train d'ouvrir un centre de coordination. Les gens de la municipalité sont pris en main, même si c'est de leur personne à qui est arrivé les événements, les accidents. C'est difficile pour ces gens-là, tous se connaissent ou à peu près. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire, donc, avec un centre de mesure d'urgence ici, si vous avez à aller davantage de l'avant sur le déploiement de l'évacuation dont vous anticipez peut-être la venue? Tout est en fonction de ce que l'environnement va nous dire. C'est le ministère de l'Environnement qui va nous dire quels sont les produits, quels sont les dangers, la durée et le niveau d'exposition que sont pris la population. On va attendre leur évaluation à eux autres. Et vous êtes prêts, vous, à faire face à la musique? Les gens de la municipalité sont organisés, il n'y aura pas de problème. Il y a un plan de mesure d'urgence, je présume, ici, dans la municipalité. Il y a Claude Belumeur, qui est le responsable du coin du secteur qui est ici. Il connaît très bien le responsable des mesures d'urgence ici au coin. Ça fait que probablement qu'ils ont déjà de quoi de monter. Ben, je vous remercie 1000 fois, M. Hood, vous êtes fort aimable. Alexandre, pour les gens qui viennent de se joindre à nous, pouvez-vous nous rappeler comment ça a commencé? Ça a commencé aux alentours d'1h30 ce matin. Un premier foyer d'incendie a été observé dans un secteur où il y a en stock des produits toxiques et à proximité aussi en plus des bouilloires industriels qui servent à préparer les produits, et ces produits chimiques-là entrant dans la fabrication de la fibre des tapis. Et le feu n'a pu être éteint, il a pris de l'ampleur, ça a occasionné une première explosion. Les pompiers sont arrivés sur place, des pompiers volontaires ici d'Acton Vale. Une seconde explosion s'est fait entendre 2 minutes à peine plus tard. Et c'est là où le chef du service des incendies ici et un de ses hommes, le directeur de la brigade et M. Michel de Ragon, auraient été, comment dirais-je, tués à peu près sur le coup. Les 7 blessés chez les pompiers auraient subi de très graves blessures. Certains d'entre eux seraient, me dit-on, il y a quelques minutes à peine, dans un très piteux état. Et pour l'instant, forcément, on nous a dit, avec M. Hood de la Sécurité civile, qu'une centaine de familles avaient été évacuées, 4 rues ici dans le secteur, et on envisage peut-être, à la lumière, là, des conclusions du ministère de l'Environnement quant à la nature des produits toxiques et quant aux effets et aux retombées. On envisage donc une évacuation beaucoup plus large cette fois. J'ai rencontré aussi Stéphane Dubois tout à l'heure, qui est un vice-président aux ressources humaines ici, et M. Fontaine, qui est vice-président de la production, qui nous disent que l'entreprise, qui déplore forcément cette situation-là, va tout mettre en œuvre pour faire en sorte de redonner ce bassin d'emploi qui est très important ici dans la région. Ouais. La compagnie exploite 4 usines dans le secteur ici, et c'est l'une des 4, donc, qui est entièrement détruite ce matin. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir, Ghislaine. Au revoir. Voilà, Ghislaine, alors il faudra suivre attentivement la situation. Merci beaucoup. C'est le moment de nous tourner vers Anne Panassoc pour lui demander un petit peu ce que recèlent les pages éditoriales, les commentaires de nos quotidiens. Oui, d'abord de passer aux éditoriaux, Louis, je vous suggère de lire la page A4 dans la presse. Je crois qu'on ne peut pas passer à côté de ça aujourd'hui. C'est la situation difficile à l'Hôtel-Dieu qui est dépeinte, la situation qui est dépeinte par Marie-France Léger, où on dit plus de travail, moins de soins. Il s'agit du pavillon de Bullion,
où se trouvent tous les gens qui ont besoin de soins prolongés. Alors, il y a encore une 60aine de personnes en attente, mais il y a beaucoup moins d'infirmières qu'auparavant, si bien qu'une charge de travail accrue. Vous avez des témoignages de différentes personnalités hospitalisées qui ont de moins en moins de services de la part des infirmières et des auxiliaires, donc pas de bain, il faut faire sonner, il faut sonner pour avoir à boire. Donc, situation difficile à l'Hôtel-Dieu, c'est un des pavillons du CHUM, du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Dans Le Devoir, ce que j'ai retenu, c'est un article de Louis-Gilles Franqueur que vous trouvez en page A2. C'est intitulé « C'est la lutte finale contre les molécules ». Il y a des délégués d'une centaine de pays qui amorcent à Montréal une série de discussions dont l'enjeu est la sécurité de la chaîne alimentaire terrestre. Alors, 300 délégués à Montréal ce matin qui débutent cette rencontre qui regroupe une centaine de pays. Le but, c'est d'essayer de signer un traité international pour rendre plus sécuritaire la chaîne alimentaire terrestre. Alors là, il y a un nouveau mot qu'on apprend, un nouvel acronyme, c'est les POP. P-O-P, c'est pas les popsicles, là, c'est les polluants organiques persistants. J'entends Louis Thierry, mais c'est parce que le POP, on dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Les polluants organiques persistants, il s'agit de dioxine, de furane, de BPC, il y a toute une série de produits qui se retrouvent dans notre chaîne alimentaire. Les Américains appellent ça le Dirty Dozen. Alors, toute une série donc de produits chimiques se retrouvent dans notre chaîne alimentaire et qui ont des conséquences sur la santé des animaux et sur notre santé aussi. Et à vous, les hommes, là, il est question de stérilisation, pas de stérilisation, mais de sperme, de stérilité, c'est ça, du sperme qui est moins vivace à cause de certains de ces produits-là. On suivra ça, donc, c'est toute la semaine. Dans Le Soleil, j'ai retenu le propos de Michel Vastel. Vous savez, ce chroniqueur politique, Michel Vastel, parce qu'il y a ce soir à Ottawa une autre rencontre internationale qui débute, cette fois sur les politiques culturelles. Alors, il y a une vingtaine de pays, des pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, qui tentent de s'organiser pour résister au mouvement de mondialisation qui gomme les identités nationales. Et le Québec sera absent, et c'est pour ça le titre en version originale anglaise avec sous-fifre français, nous dit Michel Vastel. Québec va être absent. Ottawa a refusé à Québec le statut de gouvernement participant avec le droit de parole qui vient avec le statut de gouvernement participant. Et pourtant, c'est la seule culture, vous le savez, minoritaire francophone en Amérique, qui a des choses à défendre, évidemment, en ce qui concerne la mondialisation et les politiques culturelles. Michel Vastel a analysé ce qui s'est passé et il pointe du doigt des gens à Ottawa, il dit-il, 2 Québécois surtout, qui ont joué un rôle douteux auprès de la ministre Sheila Copps. Et je cite, il dit, il y a des gens à Ottawa qui sont prêts à remonter les pendules de 33 ans en arrière, à l'époque où Pierre Trudeau et ses mandarins tentaient d'interdire au Québec toute présence sur la scène internationale. Et c'est pourquoi son titre, il dit les États-Unis qui n'étaient pas absents et qui n'étaient pas invités, mais qui ont finalement réussi à avoir un observateur, vont comprendre que la culture au Canada n'existe qu'en version originale anglaise avec sous-fifre français. Alors, c'est assez dur. Du côté de l'International et du Journal de Montréal, j'ai retenu la chronique de Pierre Bourgault. Chantons pour l'Algérie, c'est intitulé en page 6, parce qu'il dit les médias parlent peu de ce qui se passe en Algérie actuellement. Et pourtant, les massacres continuent. On a entendu parler avec le décès du chanteur berbère Lounès Matoum, qui a été abattu par balle, vous le savez, vous l'avez entendu au cours des nouvelles probablement. Donc, ce qui permet à Pierre Bourgault de réfléchir un petit peu à la situation des berbères, qui forment quand même 30% de la population en Algérie, qui se retrouvent en Kabylie et qui résistent au mouvement d'arabisation. Parce qu'il y a un mouvement d'arabisation pour tout l'ensemble de l'Algérie et où on va rétablir l'arabe ancien, que personne ne comprend, nous dit Pierre Bourgault. Alors même les Arabes y sont opposés. C'est comme si on rétablissait le grec ancien en Grèce ou enfin le français du Moyen-Âge ici. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à lire la revue Commerce au cours du week-end, si bien je vous l'offre à lire comme proposition. La brigade anti-soif, vous savez qu'il y a différents produits qu'on voit apparaître sur le marché. La bière U du Nibrou, les produits moustache de Natrel, il y a les jus Oasis qui font une guerre aux autres produits. Puis au moment où les pompiers sont prêts d'intervenir, tout près du bâtiment, il y a une seconde explosion qui vient souffler le mur de l'établissement. Et puis à ce moment-là, tous les briques vont s'écrouler sur les pompiers qui sont tout près. Ce ne serait pas la première fois que les chaudières du système de chauffage, alimentées au gaz et au mazout, sont à l'origine d'une explosion. Ça fait 7 ans que je suis à l'emploi d'entreprise. Puis au même problème, il y a 2 ans à peu près, il y a un boiler encore qui avait pris un feu, mais ça avait été moins grave que ça. La seconde déflagration fut fatale pour 2 hommes. Le chef des pompiers d'Actonville, Michel Daragon, 55 ans, et un jeune sapeur de 30 ans, Jacques Houle. 8 autres personnes, 6 pompiers et 2 travailleurs, ont été grièvement blessés après avoir été prisonniers des décombres. Il y a eu beaucoup de traumatismes, surtout des fractures ouvertes au niveau des jambes, au niveau de la tête. Il y a une deuxième personne qui a été transférée à Charlemagne qui souffre d'une fracture du crâne importante avec un enfoncement du massif facial.
pour les autres, c'est surtout fracture des bras, des jambes, chevilles, des choses comme ça. En raison des possibles vapeurs toxiques que dégageait l'épaisse colonne de fumée, les forces policières ont dû procéder à 2 évacuations au cours de la nuit. Environ 1500 citoyens ont été forcés de quitter temporairement leur domicile. Le contaminant, c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des HAP, un contaminant cancérigène. Nous avons recommandé l'évacuation du secteur nord, d'autant plus qu'on prévoyait un rabattement du panache. Ce matin, plusieurs employés assistaient, impuissants, à la destruction complète de l'usine dans laquelle ils travaillaient. C'est comme 32 ans d'ouvrage qui s'envoie, autrement dit. Là, on n'a plus d'ouvrage, on n'a plus rien à faire. Là. Ça nous fait beaucoup de peine. On n'a plus d'ouvrage, on n'a plus rien. On ne sait pas ce qu'on va faire demain matin. Le 29 juin est une journée sombre pour la petite localité d'Acton Vale. À la même date, en 1967, c'est la vie du chef de police municipal qui avait été fauché accidentellement. Joël Goulet, Le Grand Journal. On va maintenant aller rejoindre mon collègue Daniel Renaud qui a passé la journée à Acton Vale. Daniel, il y a eu un nouveau point de presse cet après-midi. Oui. D'abord, on va parler des blessés. Dans quel état sont-ils? Il y en a toujours 8 blessés. Il y en a 4 actuellement qui sont à l'hôpital Honoré-Mercier, qui ont été opérés pour des fractures ouvertes à des bras, à des jambes, à des côtes également. Dans un des cas, on a eu perforation du poumon. Il y a un seul des blessés qui reposent aux soins intensifs. Les autres ont regagné leur chambre. 2 des blessés se trouvent actuellement à l'hôpital Charles-Lemoine, un pour une fracture du crâne. Il repose aux soins intensifs et on ne craint pas pour sa vie. Et l'autre pour une fracture du bassin. Dans ce cas-ci, il s'agirait du fils du pompier qui est décédé, du chef des pompiers qui est décédé dans la tragédie, Michel Daragon. D'ailleurs, Hélène, je vous disais tout à l'heure à 12h30 qu'il y a un des fils qui a été blessé, mais semble-t-il qu'il y a un deuxième de ses fils qui aurait également été blessé lors de l'explosion, lors de l'incendie, mais là aussi, on ne craint pas pour sa vie. Donc, ça vous donne à peu près le portrait, là, pour le moment, des personnes, 6 sapeurs et 2 employés de Peerless qui ont été blessés dans l'incendie. Bon, comme le disait Joël un petit peu plus tôt, 1500 personnes ont dû être évacuées. Daniel, est-ce que certaines d'entre elles ont pu retourner à la maison? En fait, la grande majorité de ces personnes ont pu regagner leur domicile. Il en reste un petit peu, en fait, une dizaine de résidences dont les occupants sont toujours évacués. Ça représente donc environ 20 ou une trentaine de personnes qui se trouvent toujours dans un centre communautaire. Ces personnes, Hélène, ne devraient pas pouvoir réintégrer leur domicile avant demain. Parce que, bon, l'air est beaucoup plus respirable ici. Il y a cependant toujours un panache de fumée qui s'échappe. On a fait tout à l'heure des tests qui démontrent qu'il n'y a presque plus d'hydrocarbures dans l'air. Par contre, on devra d'abord aérer les maisons avant de permettre aux gens de regagner leur domicile. J'en ai rencontré quelques-uns en début d'après-midi qui nous disent qu'ils sont prêts à respecter les consignes. On les écoute. On respecte les consignes à cause que c'est toxique, puis on ne veut pas prendre de chance. Prendre de chance. C'est ça. On est allé avant midi, puis ça sentait la fumée dans le salon. Mais c'est plus pour le bébé que pour nous autres. Il fallait trouver une place tout de suite. Puis surtout quand il y a eu le premier boom, il n'a pas réagi. Mon deuxième boom, il a eu peur. Puis c'est normal aussi, là. Daniel, quel impact cet incendie risque-t-il d'avoir sur les opérations de la compagnie? Bon, on vient de rencontrer des gens de Peerless. C'est la première fois que les dirigeants de Peerless s'adressent aux médias depuis ce qui s'est passé vers 1h cette nuit. En principe, il devait y avoir un point de presse ce matin, mais il a été remis. Donc, en gros, ce que ces gens disent, les dirigeants de Peerless, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, on se concentre sur le côté humain. On a besoin de nos employés ont besoin de nous. Qu'à partir de demain, on va regarder donc tout l'impact de ce qui s'est passé. On nous dit que l'usine d'Acton Vale est la seule qui fabrique chez Peerless des tapis pour salle de bain. Ça représente environ 15 de la production totale. Il y a un impact. Par contre, ça n'empêche pas Peerless de continuer ses activités. Vous allez entendre un extrait d'un des dirigeants de Peerless et ça laisse entendre que vraiment, on devrait reconstruire l'usine. On l'écoute. On est en train d'évaluer toutes nos options. Comme on avait dit également que la division salle de bain, ça faisait une partie intégrante de nos opérations. C'est une partie rentable de nos opérations, donc je pense que nous sommes engagés quand même de faire quelque chose. Et Hélène, on attend au cours des prochaines minutes. Je ne sais pas s'il est arrivé. On n'a pas vu encore la limousine. Le vice-premier ministre Bernard Landry qui doit arriver donc dans quelques minutes, en principe pour annoncer
entre autres, une aide financière du gouvernement à Peerless pour permettre à l'entreprise de reconstruire, de relancer ses activités. Et tout à l'heure, le député local nous disait qu'ici, depuis le verglas, on a des problèmes concernant l'assurance chômage, qu'on a 2 semaines de retard, qu'on n'a jamais pu vraiment récupérer le retard qu'on a subi durant le verglas. Et donc, c'est sûr que les travailleurs de Peerless, qui sont 150 en tout, devront bénéficier évidemment d'assurance chômage et qu'on va tenter de rattraper le temps perdu, d'accélérer le processus pour faire le bonheur de ces employés qui ont été passablement touchés par tout ce qui se passe, évidemment, perte de travail, mais également 2 de leurs collègues qui ont été blessés, mais aussi des amis qui ont perdu la vie. Évidemment, tout le monde se connaît ici, une localité qui n'a même pas 5000 habitants. Le chef des incendies, également le pompier Jacques Hould. On vous retrouve de toute façon un petit peu plus tard, Daniel, pour d'autres informations. Oui, on va vous faire entendre aussi Pierre Bélanger qui va nous parler du travail des pompiers auxiliaires. D'accord, à plus tard, Daniel. À plus tard. Une femme est retrouvée vivante dans les décombres en Turquie 2 jours après le violent tremblement de terre. On en reparle dans quelques instants. 2 meurtres ont été commis la nuit dernière dans le centre-ville de Montréal, à quelques heures d'intervalle. Un homme a été poignardé devant un bar de la rue Sainte-Catherine et un autre a été abattu également devant un bar, mais cette fois sur la rue de la Montagne. Le premier drame est survenu vers minuit 30 en pleine rue, en face du club 281 sur la rue Sainte-Catherine. Un homme de 21 ans a été poignardé à 2 reprises. Il y aurait d'abord eu une dispute entre lui et 3 autres hommes avant que l'agression se produise. Et après l'altercation, 2 coups de couteau ont été assénés au corps de l'individu, l'un à la poitrine, l'autre à l'abdomen. Donc, il est décédé de la suite de ses blessures près d'1 heure 30 plus tard. Les ambulanciers ont tout tenté pour lui sauver la vie, mais en vain. Le jeune homme est décédé à l'hôpital. Comme le crime s'est produit devant plusieurs témoins, les policiers ont une bonne description du suspect qu'ils recherchent. Le second meurtre avait plutôt les apparences de règlement de compte. Plusieurs coups de feu ont été tirés par 2 hommes sur un Torontois de 25 ans qui sortait du bar Le Heaven sur la rue de la Montagne. 5 projectiles l'ont atteint. Encore ce matin, les enquêteurs étaient sur les lieux pour tenter de reconstituer la scène. Des douilles ont été retrouvées partout. Comme le drame s'est produit vers 3h30 à la sortie des bars, des dizaines de personnes ont été témoins de la fusillade. 2 policiers à bord d'une autopatrouille garée juste en face du club ont aussi vu ce qui s'est passé et ils ont réussi à arrêter un des 2 agresseurs. Ils ont entendu donc les coups de feu, sont sortis et ont perçu donc un individu qui avait en sa possession une arme à feu en main. L'ayant sommé de s'immobiliser, de jeter son arme, les policiers sont partis en poursuite à pied parce que celui-ci donc prenait la fuite. Et c'est quelques intersections plus loin qu'ils ont pu l'arrêter. Les équipes d'urgence ont été encouragées de façon inattendue lorsqu'une femme de 45 ans a été découverte vivante sous les débris. Un garçon de 11 ans a aussi été retrouvé vivant dans le même immeuble hier. En Belgique, une personne est morte et plusieurs maisons ont été détruites quand un camion s'est renversé et a explosé à Stavelot, dans l'est du pays. Pour une raison encore indéterminée, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et est allé percuter des maisons au bas d'une pente. Sous le choc, la cargaison, composée de sous-produits pour la peinture, a pris feu pour ensuite exploser. Une dizaine de personnes ont aussi été blessées, dont plusieurs gravement. Le président américain Bill Clinton a quitté Pékin à destination de Shanghai ce matin, 3e étape de son voyage de 9 jours en Chine. Il va passer 2 jours dans la capitale économique et commerciale du pays. Le président va donc pouvoir relaxer un peu après avoir vu tous ses gestes épiés en fin de semaine lors de son passage sur la place Tiananmen. Et hier, à Pékin, la question des droits de l'homme a aussi tenu Bill Clinton sur le qui-vive, puisque des étudiants universitaires ont pu lui poser des questions très directes lors d'une rencontre télédiffusée en direct à la télévision chinoise. Un an après avoir étonné le monde avec les premières images de la surface de Mars, la NASA a dévoilé de nouvelles photos prises par la sonde Pathfinder. Les nouvelles analyses des experts de la NASA démontrent qu'il y a de nouvelles similarités entre Mars et la Terre. La forme et la composition des roches laissent supposer que Mars a connu une période où la température à la surface était semblable à celle qu'on connaît actuellement sur Terre. 2 nouvelles sondes doivent être lancées vers Mars d'ici la fin de l'année. Plus de 15 000 enfants âgés entre 6 et 12 ans ont envahi les parcs et les piscines de la métropole ce matin. C'était le début des camps de jour dans 130 clubs de vacances de la ville de Montréal.
Ces clubs sont gérés par une centaine d'organismes de loisirs de quartier. La Ville de Montréal leur consacre 1 million de dollars cette année. Ils se donnent comme mission d'aider notamment les jeunes à parfaire leur apprentissage social. Tout à fait, le respect est de base partout. L'écoute, le sentiment aussi de responsabilité. Beaucoup de clubs fonctionnent avec la notion de copain-copain. Donc, quand il y a des déplacements, les enfants se jumellent 2 par 2, sont responsables l'un de l'autre, dans la limite, évidemment, là, de leur capacité là, à 6, 7 ou 10 ans. Pendant 3 ans, 3 années au cours de laquelle Gauthier a très bien fait, remis un peu cette organisation sur la bonne voie. Gauthier aujourd'hui a invoqué des raisons personnelles pour expliquer cette démission. Et il y a mon collègue André Rancourt qui a assisté à cette conférence de presse aujourd'hui à Ottawa. Le séjour de Pierre Gauthier comme directeur gérant des sénateurs d'Ottawa aura donc duré un peu plus de 2 ans et demi. Lui qui s'est présenté ici à Ottawa le 11 décembre 1995. Si la décision de Gauthier aujourd'hui a surpris les amateurs ou les partisans des sénateurs, ce ne fut pas le cas toutefois pour le président de l'équipe, M. Roy Mlaker. Ce dernier a mentionné qu'il était au courant de la décision de Pierre Gauthier depuis déjà 3 semaines. Une décision purement familiale, d'affirmer Pierre Gauthier. Et à moins d'être capable de donner 100% de soi-même, on est mieux de ne pas faire ce travail. Et dans mon cas, les demandes de cette position et ma situation familiale